la Bibliothèque nationale de France. La 4e édition du cycle des débats au cœur de la science est l'occasion d'explorer des territoires encore peu ou mal connus. Pour cette séance, direction les pôles et les glaciers. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être venus nombreux dans ce petit auditorium de la BNF. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF. Donc après avoir mis en question l'exploration des océans et des grands fonds marins il y a un mois, nous allons aujourd'hui nous interroger sur l'exploration des pôles en compagnie d'explorateurs des pôles. Pourquoi, comment, depuis quand, jusqu'où explorer l'Arctique, le pôle Nord et le grand continent blanc Antarctique au pôle Sud. On a tous évidemment en tête l'image de l'explorateur avec son traîneau et ses chiens. On peut saluer Jean-Louis Etienne, qui aurait pu être avec nous et que vous connaissez bien. Il y a aussi de nombreuses autres raisons d'explorer les pôles quand on est chercheur et notamment quand on est glaciologue, comme vous, Jérôme Chaplace. Bonjour, bonsoir plutôt Jérôme. Bonsoir Caroline. On peut donc, quand on est glaciologue, vous avez passé combien de temps en Antarctique Je suis pas dans les plus assidus, je dirais, mais j'ai eu la chance de me rendre une dizaine de reprises en Antarctique, et puis un petit peu moins en Arctique, 8 fois, je crois. C'est ça, un petit peu moins. Et sur des périodes... J'ai jamais été conduit à réaliser un hivernage. Je pense que mon épouse s'y serait opposée, mais le plus long, c'était des missions de 3 mois. C'est déjà pas mal. Et sur place, vous y étudiez le climat et son évolution, notamment par des carottes de glace, avec lesquelles vous pouvez analyser la composition chimique des bulles d'air du passé, emprisonnées dans la glace, d'où l'intérêt aussi de préserver cette mémoire de la glace pour les générations futures. Vous présidez la fondation Ice Memory, on va y venir. Vous avez aussi, Jérôme, dirigé l'Institut polaire français Émile Victor, et vous êtes aujourd'hui à l'École polytechnique de Lausanne, où vous dirigez le groupement de recherche sur les pôles. Des pôles qui sont, avec le réchauffement climatique et le dégel, en première ligne. Face au changement climatique, les enjeux sont considérables et nous concernent tous. Dans cette nouvelle géographie qui se dessine, les pôles sont une fois encore au cœur d'enjeux géopolitiques majeurs. C'est pas nouveau, on va le voir, mais c'est plus crucial que jamais, comme on va le découvrir avec vous, Anne Choquet. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes juriste, enseignante-chercheuse en droit à l'Institut universitaire européen de la mer, à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest, et surtout présidente du Comité national français des recherches arctiques et antarctiques, dont font partie Jérôme et Jean Duprat. Et vous êtes notamment la co-autrice de Géopolitique des pôles vers une appropriation des espaces polaires. Point d'interrogation. Les pôles ne sont pas seulement au centre d'enjeux géopolitiques, économiques, terrestres, ils intéressent aussi les astrophysiciens comme vous, Jean Duprat. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous direz pourquoi ça ne date pas d'hier que des astrophysiciens s'y intéressent et pourquoi c'est précisément au pôle, plus précisément au pôle sud, en Antarctique, que vous cherchez, Jean, que vous collectez des poussières extraterrestres, des micrométéorites, des poussières tombées de l'espace, visibles ou emprisonnées dans les neiges et les glaces. Vous êtes d'ailleurs responsable du programme de collecte de poussières extraterrestres sur la base Antarctique Concordia, que vous fréquentez régulièrement depuis l'an 2000, je crois. Oui, depuis l'an 2000, mais moins souvent que Jérôme. On n'a pas besoin d'y aller trop régulièrement, mais voilà, j'y ai fait un certain nombre de campagnes d'été uniquement. Pareil, je n'ai jamais hiverné, je crois que moi aussi j'aurais eu un veto. En tout cas, vous vous êtes évidemment croisés au cours de ces étés en Antarctique. Vous nous raconterez tous les deux aussi cette vie de chercheur au pôle, qui est une sacrée aventure pour y aller, pour y rester, pour en revenir, et que vous aimez partager. J'ai eu d'ailleurs la chance de vous recevoir pour en parler dans plusieurs festivals ou conférences et à la radio, à RFI, dans mon émission scientifique Autour de la question. Alors, autour de la question de l'exploration des pôles, qu'on soit glaciologue, juriste ou astrophysicien, et pour commencer ce débat, on a l'habitude, c'est la tradition ici, d'ouvrir avec un document issu des trésors de la BNF, consultable sur Gallica. Et nous avons choisi, avec l'équipe de la BNF, comme point de départ de notre discussion,
le jeu du pôle Nord. Le jeu du pôle Nord, une sorte de jeu de loi qui est paru le 15 décembre 1909 en supplément du magazine La Poupée Modèle, un journal de petites filles. À l'époque, la presse enfantine est en plein essor et on rend compte des explorations des pôles qui se déroulent au même moment. Cook et Peary qui affirment tous les deux avoir atteint le pôle Nord en 1908 et 1909. Charcot et le pourquoi pas en Antarctique, 1908-1910. Vous voyez, c'est une sorte de jeu de loi qui représente le pôle Nord. Là, on est au pôle Nord. Son mode d'emploi s'intitule « Le voyage de chiffonnette ». Oui, oui, absolument. C'est une publication destinée aux petites filles et celles-ci partent à l'aventure, rencontrent des Esquimaux, traversent la banquise, croisent les ours bruns ou blancs. Et la première, en gros, des 4 joueuses qui atteint la case 63, qui représente le pôle Nord, vous la voyez, la case 63, eh bien, elle a droit à des bonbons, ça c'est bien. Mais pour ça, elles doivent, les 4 joueuses, puisque ça se joue à 4 avec des dés, elles doivent dans un premier temps choisir un traîneau de l'une des 4 puissances suivantes, France, Suède, Angleterre ou Amérique. Alors on voit déjà se dessiner une sorte de géopolitique des pôles, Anne Choquet. Oui, effectivement. Là, on part sur un imaginaire classique, la découverte. On part vers des territoires associés à plein d'images. Typiquement, quand on regarde cette belle image, également l'aventure, et oui, des États qui ont envie de montrer qu'ils sont là, et qui ont envie de montrer qu'ils ont bien sûr, des droits sur les territoires, des droits sur les espaces maritimes autour, et également, quand on voit la France, parmi ces 4 États que vous venez de donner, la France est polaire, déjà affiché, et qui continue à être un état polaire, grâce notamment à la recherche scientifique qui est menée dans les 2 régions. C'est ça, au pôle Nord comme au pôle Sud. On va y venir au statut véritablement, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête peut-être avec vous, Jean, parce que dans ce chapitre de l'exploration, on est au tout début du XXe siècle. Vous qui collectez des poussières extraterrestres en Antarctique, c'est quand même assez étonnant. Eh bien, vous n'êtes pas le premier à le faire, si j'ose dire, c'est ça. Et vous nous avez fait parvenir, donc je vous propose de regarder cette magnifique image, une photo donc d'un explorateur suédois qui s'appelle Nordenskjöld. Nordenskjöld, oui. Nordenskjöld. Et donc déjà à l'époque, on se doutait un peu que en explorant, ou en tout cas, on explorait ces pôles pas seulement pour le plaisir de l'exploration, de la découverte, mais aussi pour y rechercher des choses qu'on ne trouve pas ailleurs sur Terre. Oui, alors à ma connaissance, déjà j'aime beaucoup ce tableau parce que je le trouve assez magnifique. Mais à ma connaissance, c'est vraiment le premier. Il est géologue de formation. Et c'est le premier à écrire une petite, comment dire, comme ça se faisait à l'époque, une lettre à l'Académie des sciences, qui est, en fait, il y a une traduction de Daubré au Muséum d'histoire naturelle, et donc à Paris. Il écrit, ce Nordenskjöld, le fait que si on a une chance de trouver des poussières extraterrestres, c'est au pôle. Donc il les a pas trouvées. Il dit juste que c'est certainement là qu'il faut les chercher. Et alors donc c'est assez épatant. Enfin, quand je suis tombé sur le texte, alors il est pas très connu pour ça. Il est connu pour d'autres choses. Il a beaucoup exploré, donc surtout en Arctique. C'est en plus quelqu'un, je crois, à ce moment-là. Enfin, il est effectivement peut-être au départ suédois, mais enfin, c'est une région qui change. Et en fait, il devient suédois, puis à un moment, il est russe, à un moment... Enfin bon, bref, c'est déjà assez agité. On est dans la géopolitique aussi. Voilà. Mais ce qui est assez étonnant, là où il y a quelque chose d'assez étonnant avec lui, c'est que donc il explore, mais ensuite, après, quelques années plus tard, il écrit une autre lettre à Daubré, où il décrit le fait qu'il va au nord de Stockholm pour rechercher ces poussières et qu'il les trouve. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant pour nous parce qu'en fait, la probabilité qu'il les trouve dans la neige est très très faible parce qu'en fait, la poussière extraterrestre tombe partout sur Terre, donc elle tombe là-bas. Mais pour pouvoir la trouver, il faut vraiment des endroits très très propres.
Et probablement, il a vu des poussières noires terrestres. Voilà. Mais on n'a pas... Enfin, moi, je ne connais pas d'analyse de ces échantillons. Je ne sais pas s'ils ont été conservés. Mais peut-être qu'il a vraiment voulu voir ces poussières. On s'arrête là-dessus puisqu'on est avec vous, Jean Duprat. Depuis quand, finalement, vous recherchez des poussières extraterrestres, des micrométéorites, notamment en Antarctique? Alors, bon, moi, ça fait un peu plus de, maintenant, 25 ans. Mais en fait, il y a eu des gens avant moi. Nous, on a démarré le programme avec la base Concordia, en fait. Mais avant, vraiment les collectes modernes, le moment où des chercheurs ont mis en place des programmes pour chercher ces poussières, les trouver, les analyser, c'est en gros les années 80. C'est un chercheur qui s'appelle Michel Morette, qui est français, qui a initié ce programme réellement. C'était complètement pionnier, complètement novateur. Il l'a fait au départ avec un Danois qui s'appelait Klaus Hammer, et tous les deux, enfin avec de l'aide bien sûr, ils ont fait les premières manips au Groenland de façon très à nouveau, enfin, et en Antarctique et au Groenland, ils ont eu des idées très pionnières. Au Groenland, ils ont cherché au fond de lacs saisonniers dans des sédiments qui s'appelle de la cryoconite, qui est une espèce de boue noire qu'on a analysé, qui sent pas très bon quand on la sort, ça pourrit assez vite. Et là-dedans, il y a effectivement des poussières extraterrestres piégées. Ils les ont trouvées. Et donc là, alors qu'à l'époque de Nordenskjöld, en fait, il y a peu d'outils. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment la fin du 19e. C'est souvent un moment où les gens ont en fait des idées remarquables, souvent de très très bonnes intuitions, mais ils n'ont pas la chimie, les outils modernes pour pouvoir avancer sur l'idée, quoi. Alors qu'évidemment, dans les années 80, c'est pas du tout pareil. Et donc, ils analysent les poussières, cette équipe de Michel Morette. Il fait la première collection de poussières au Groenland, puis en Antarctique, à côté, donc en Terre Adélie, à côté de la station de Dumont-d'Urville, il y a une petite base qui s'appelle Cap Prud'homme, qui est sur un glacier. Et là, à nouveau, ils ont une idée très novatrice. Ils creusent des poches dans la glace, et avec une circulation d'eau chaude, c'est très, très malin. Et en aspirant le fond de ces poches, ils trouvent des micrométéorites énormément. Enfin, énormément. Pour nous, c'est des milliers de grains, ça ne représente pas un grand poids. Et vous les analysez, on va y revenir, mais on se rend compte que l'Antarctique, les pôles, Jérôme Chaplaz, c'est évidemment une région de science, et c'est une région dans laquelle on étudie, vous étudiez en tant que glaciologue, et le premier qui l'a fait, c'est Claude Lorius, le climat passé, parce que ça, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, pourquoi et comment les pôles, ces régions-là, ont la mémoire de tous les climats du passé de la Terre. Il n'y a pas que les régions, les glaciers des régions polaires. En fait, l'ensemble des glaciers ont une mémoire. Ça tient à un phénomène assez simple, c'est qu'un glacier, c'est fait de couches de neige successives. Et à chaque fois qu'une couche de neige tombe à la surface d'un glacier, elle emmène avec elle les impuretés présentes dans l'atmosphère, qui peuvent être des impuretés physiques, des impuretés des particules, qui peuvent être des impuretés chimiques, qui peuvent être des impuretés biologiques, des bactéries, des virus par exemple. Et tout ça, en fait, va être incorporé dans la précipitation neigeuse. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec les accumulations de couches de neige, celles-ci vont s'enfoncer en profondeur, vont se densifier, vont se transformer en glace. Et nous, glaciologues, ce qu'on fait, c'est tout simplement remonter le fil de l'histoire en allant à travers le glacier, en carottant, comme on dit, un petit cylindre de glace qui fait environ 10 cm de diamètre, qui va partir de la surface et qui va aller jusqu'au socle rocheux. Et en regardant justement l'ensemble de ces strates, on va remonter dans le temps et remonter à cette composition de la glace et l'évolution de paramètres qui nous permettent de reconstituer la température qui faisait à la surface du glacier, la composition, la quantité de gaz à effet de serre qui était présente dans l'atmosphère. Ça, on le doit à l'équipe de Claude Lorius. Et puis, c'est ça, il y a quand même eu une révolution scientifique et dans les mentalités grâce notamment à Claude Lorius qui a eu l'idée de faire ces carottes de glace, et ça fait partie de l'alerte générale. On sait bien que c'est vraiment un thermomètre aussi. Ça a été un déclencheur qui a vraiment un révélateur qui est sorti dans les années 80. J'aurais tendance à dire que vous savez, les communautés scientifiques, elles se jaugent, donc il y a toujours de la science qui est plus noble qu'une autre, etc. Et à l'époque de Claude Lorius, qui a initié cette science, donc à la fin des années 50, au début des années 60, c'était vraiment regardé de haut par ceux qui étudiaient les sédiments marins, qui étaient vraiment... les sédiments marins, c'était l'enregistrement de l'histoire de la planète, et vraiment c'était la science noble, entre guillemets. Et c'est seulement, effectivement, au milieu des années 80, après pratiquement 20 années d'efforts,
que Glorious, avec son équipe, a réussi à faire parler ces carottes de glace et à faire en sorte qu'on reconstitue avec beaucoup de fidélité l'évolution de la température en Antarctique, avec beaucoup de précision, sur ce qu'on appelle un cycle climatique, c'est-à-dire la succession d'une période chaude telle qu'on vit aujourd'hui, une période froide qui correspond à une glaciation, la période chaude précédente et jusqu'à la glaciation précédente. Ça représentait 160 000 ans sur 2000 mètres d'épaisseur de glace. Et surtout, grâce à cette carotte de glace, on a pu reconstituer la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère d'une manière extrêmement fidèle. Et ça a été juste avant la naissance du GIEC, et ça a contribué à la naissance du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, parce qu'on avait la preuve irréfutable que les gaz à effet de serre jouaient un rôle sur l'évolution naturelle du climat. Et on avait une autre preuve irréfutable à partir de ces enregistrements, c'est que la quantité des gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère dans les années 80 et a fortiori aujourd'hui était sans commune mesure avec ce qu'on pouvait mesurer à l'état naturel. Donc vous êtes tous les trois d'ailleurs des lanceurs d'alerte, c'est vraiment au pôle qu'on peut aussi constater, déplorer le changement, le réchauffement climatique. L'Antarctique, les pôles, ce sont des terres de science, mais pas que. Alors quel est le statut juridique de ces terrains incognita, de ces terres à explorer? On dit souvent que c'est un continent de science, il y a des traités, mais un peu particuliers. Expliquez-nous ça, Anne Choquet. Alors, sur l'Arctique, là, on est dans le cadre d'un océan bordé... L'Arctique, c'est le nord. Voilà. L'Arctique, c'est au nord, donc on a des États côtiers. Et les États côtiers, qu'ils soient en Arctique, au large de la Bretagne ou ailleurs, ont des droits associés à leur souveraineté sur le territoire. Et donc là, il n'y a pas de contestation sur les prétentions territoriales de ces États qui ont des droits sur le territoire, mais également sur les espaces maritimes associés, et qui leur donnent justement des droits liés, par exemple, à l'exploitation des ressources minérales, l'exploitation des ressources biologiques. Donc ça, c'est quelque chose de très classique pour l'Arctique, c'est droit de la mer. Au pôle Nord. Au pôle Nord, comme au large de la Bretagne, c'est la même approche. Au pôle Sud, en revanche. Au pôle Sud, on a donc un continent. Et là, il y a 7 États qui ont émis des prétentions territoriales. Donc 7 États qui ont émis des prétentions territoriales, principalement, comme ce qui se faisait à l'époque, sur la base de l'exploration. Donc, c'est-à-dire, nous avons un principe de territoire sans maître. On avait la possibilité, lorsqu'on découvrait un nouveau territoire, de s'approprier ce territoire. Et donc, on a 7 États qui ont émis des prétentions territoriales, dont la France. Et la France avec donc la terre Adélie qu'a évoqué Jérôme juste avant. La terre Adélie, les autres États ont également des États qui ont eu des chevauchements de prétentions territoriales. C'est le cas sur la péninsule antarctique. On a l'Argentine, le Chili, le Royaume-Uni qui revendiquent pas le même territoire, mais leur territoire se chevauche. Et on a également un territoire qui n'a pas été revendiqué. On pensait que les États-Unis revendiqueraient. On trouve même des textes expliquant aux diplomates comment on pourrait revendiquer ce territoire, mais cela n'a pas été fait. Et donc, face à ces prétentions territoriales, il y a des États qui acceptent les prétentions territoriales. Par exemple, on a des relations entre la France et l'Australie. La France reconnaît les prétentions territoriales de l'Australie et l'Australie reconnaît les prétentions territoriales de la France. Mais il y a des États qui n'acceptent pas cette idée d'appropriation parce qu'ils ont justement eux-mêmes des prétentions territoriales, donc ils veulent garder leurs prétentions. Et il y a également des États qui considèrent que l'Antarctique ne devrait pas être approprié. Il ne devrait pas appartenir à des États, que l'Antarctique serait un espace international. Et en fait, face à cela, automatiquement, on n'a pas du tout la même approche. Or, le territoire, en droit, c'est le point de départ. C'est de savoir chez qui on est. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Et donc, grâce à la science, grâce aux chercheurs qui ont voulu mieux connaître l'Antarctique, mais également mieux connaître l'espace extra-atmosphérique, on a organisé l'année géophysique internationale en 1957-58. Et dès le départ, les États vont accepter l'idée que l'on puisse mener des activités scientifiques dans les régions sans véritablement se préoccuper de savoir où
on allait les faire. Alors, il y a des États qui auront des approches simples. La France, typiquement, on va établir nos bases sur un secteur revendiqué par la France. Mais ce n'est pas le cas. Finalement, on établit les stations, on fait des recherches là où il y a un intérêt scientifique. Et ça a bien marché. Ça a bien marché parce que dès le départ, c'était le principe. Et aussi sur la base d'une coopération entre États et de partage des résultats. Et ainsi, à la fin de l'année géophysique internationale, les États se sont posé la question, maintenant, que fait-on ? Et on a eu des négociations pour savoir quel était le statut juridique de l'Antarctique. Et là, on constate tout simplement qu'on n'arrive pas. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Tout le monde campe sur ses positions. Il y a les États qui ont des possessions, veulent dire c'est chez nous. Et les autres, ils gardent leur possession. Et finalement, les États se sont dit quand même, là, on a un terrain très particulier. Ça serait, alors même que nous étions donc vraiment au début de la guerre froide, les États vont établir le traité sur l'Antarctique, qui est en fait un non-accord. Un non-accord, mais qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui fonctionne. C'est le point de départ, oui, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas du tout la même position concernant le territoire, mais on a envie de coopérer. Donc, en fait, on va dépasser l'idée même de cette appropriation, et le traité sur l'Antarctique établit ce qu'on appelle un gel des prétentions territoriales. Un gel des prétentions territoriales qui permet aux États de coopérer. De coopérer pour faire de la science. Est-ce que c'est un continent ? Est-ce que c'est que ça ? Ou est-ce que, on a l'impression que c'est le seul continent d'ailleurs sur Terre qui soit réservé à la science et qui soit approprié. Il n'est pas réservé. Voilà. Il y a une nuance. Il n'est pas réservé aux seules activités scientifiques. Il est réservé aux seules activités pacifiques. Donc, il n'y a pas le droit d'avoir des activités militaires. On peut néanmoins envoyer du personnel militaire, mais on n'aura pas, c'est pas des fins militaires, c'est le maintien de la paix. On n'a pas le droit non plus dès 1959 à envisager des activités nucléaires, mais néanmoins, on peut envisager d'autres activités. Et notamment, se développe de plus en plus l'activité du tourisme. On va y revenir, parce que ce n'est pas sans poser de questions. Alors, Jérôme Chaplasse, qu'est-ce que vous étudiez ? Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller au pôle, d'avoir des bases sur place, de faire de la science ? On parle de je sais comment on dit, cryosphérique science. La cryosphère, oui. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si important Bien parce que les régions polaires ont tendance à exacerber ce qui se passe à la surface de ce monde aujourd'hui, au premier rang des modifications dues à l'activité humaine, l'évolution du climat. Il faut savoir notamment en Arctique qu'on a une amplification très forte du réchauffement, c'est-à-dire que quand on prend le réchauffement moyen global observé depuis 1850, qui aujourd'hui est de l'ordre de 1,3 degré. Donc la Terre, en moyenne, s'est réchauffée à la surface de 1,3 degré par rapport à des conditions de 1850. En Arctique, aujourd'hui, le consensus, on est à 4 fois plus de réchauffement. Et quand on regarde même sur des points très particuliers comme l'archipel norvégien du Svalbard, qui est situé autour de 78 à 79 degrés de latitude nord, vraiment aux confins de l'Arctique, on est vraiment sur un hotspot. Donc on observe par exemple un réchauffement de 3 degrés par décennie en hiver en Svalbard. C'est ce qui fait que la station qu'opère l'Institut polaire français avec son homologue allemand, la station Avipev, dans le village scientifique de Ny-Ålesund, en hiver, on pouvait traverser le fjord en fait en skidoo. Aujourd'hui, c'est plus possible. Le fjord est sans arrêt en eau libre. Donc, c'est vraiment une zone de transformation. Et il y a d'autres transformations. Le fait qu'on rajoute du gaz carbonique dans l'atmosphère fait que l'océan s'acidifie, parce que le CO2, le gaz carbonique, c'est un gaz acide. Et ça modifie ce qu'on appelle la chaîne trophique, c'est-à-dire comment, le long de la chaîne alimentaire, comment en fait des petits crustacés, des petits organismes peuvent se développer dans une eau qui est plus acide. On voit à cause du réchauffement des migrations d'espèces, par exemple en Arctique, on voit arriver des poissons de l'Atlantique qui commencent à rentrer dans les eaux arctiques et qui viennent en compétition avec les poissons qu'on trouve normalement. On a une concentration des pollutions aussi. L'Arctique, c'est un point froid.
Et en chimie, quand on veut concentrer un élément, le froid, c'est une bonne méthode. Et donc, en fait, tout ce qu'on émet finalement dans l'atmosphère par les activités humaines en Europe, en Chine, en Amérique du Nord, etc., vont avoir tendance à aller se concentrer là-bas. Donc on a des concentrations en métaux lourds, par exemple, en polluants organiques persistants qui sont monstrueux, qui vont ensuite se concentrer aussi dans la chaîne alimentaire, qu'on va retrouver dans le foie des ours, etc. Et dans le foie des populations autochtones. Donc il y a des enjeux qui sont multiples. Et puis si on prend vraiment quelques grandes images de en quoi finalement, en tant que Français vivant si loin des régions polaires, on devrait s'en préoccuper. Je pense qu'il y a un élément essentiel à retenir, c'est l'évolution du niveau des mers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend l'Antarctique, c'est environ, on estime, c'est entre 50 et 60 mètres de potentiel d'augmentation du niveau des mers. C'est toute la glace qui recouvre l'Antarctique, qui fait 25 fois la France, hein, donc c'est plus grand que l'Europe. Si toute cette glace, dont l'épaisseur en moyenne est de 2 km, était amenée à fondre, l'ensemble des niveaux des mers monte de l'ordre de 50 à 60 mètres. C'est pas pour tout de suite, mais bon, on en prend le chemin. Pour le Groenland, on est plutôt de l'ordre de 6 à 8 mètres. Et le Groenland, on sait déjà qu'aujourd'hui, avec un climat réchauffé de 1,3 degré par rapport à l'état pré-industriel, il est en déséquilibre. C'est-à-dire que si on maintient ce réchauffement, de toute façon, on perd la calotte de gaz du Groenland. Donc ça va prendre des siècles, ça va prendre des millénaires, mais c'est enclenché. Donc voilà pourquoi on doit se préoccuper des pôles. Il y a aussi des questions de biodiversité. Anne pourra en parler. Il y a tout l'enjeu de protéger des zones, ce qu'on appelle les aires marines protégées, qui fassent qu'on ait des espèces d'oasis dans l'océan où on s'interdit la pêche, on s'interdit d'activités humaines, et on fasse en sorte que ça soit un peu des espèces de réserves à partir desquelles on puisse réensemencer quelque part l'océan qui est largement surutilisé par ailleurs. Et est-ce que vous êtes entendu, Jérôme Chaplain, vous avez notamment dirigé la partie scientifique du Polar Summit, One Polar Summit, qui s'est déroulé à Paris, et vous avez pu faire des recommandations au chef d'État. C'est vous qui l'avez rapporté au président Macron, par exemple. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'on prend la mesure de ce que vous mesurez, justement? La réponse, je dirais, sera mitigée. Je pense qu'on peut se féliciter du fait que, à l'initiative du président Macron, on a eu ce One Planet Summit sur la cryosphère. Donc la cryosphère, je le rappelle, c'est l'ensemble de l'eau solide sur Terre. Donc c'est les sols gelés, c'est les glaciers, c'est la neige, c'est la banquise à la surface de l'océan Arctique. Et donc c'était vraiment la première fois qu'il réunissait des chefs d'État et de gouvernement pour entendre les messages qui concernent l'évolution de la cryosphère et quelque part engager une forme de coalition d'États qui ont envie d'agir. Et en parallèle, donc, on a eu 2 jours de réunions scientifiques pour faire une espèce d'établir une forme d'état des lieux de la science sur cette cryosphère, non seulement au pôle Nord et au pôle Sud, mais également sur la glace de haute altitude. Donc on avait des gens de la cordillère des Andes, du plateau tibétain, qui étaient là pour expliquer leurs enjeux, qui eux ne sont pas vraiment le niveau des mers, enfin ça dépend des pays, mais c'est plutôt les ressources en eau. Parce qu'une fois que les glaciers ont disparu, si on prend le plateau tibétain, c'est environ 2 milliards d'individus qui dépendent de l'eau qui provient de ce plateau, et qui au départ est essentiellement sous forme de glace. Donc ça a été positif dans ce sens-là. Après, on a eu des effets d'annonce. On était tous très satisfaits le 10 novembre quand le président Macron a pris la parole et a annoncé notamment qu'il allait remettre la France dans la cour des grands, en quelque sorte, au niveau de la recherche au pôle, en mettant en place un plan de 1 milliard d'euros sur 10 ans. Et puis je crois qu'il y a 15 jours, c'est son ministre des Finances qui a annoncé quelque chose d'un petit peu différent, qui est une réduction du budget de 10 milliards d'euros. Pour la recherche. Voilà, dont la recherche est touchée de l'ordre de 1 milliard. Donc je pense que, hélas, l'Institut polaire et les scientifiques au pôle ne vont pas en voir la couleur tout de suite. Jean Duprat, on va essayer de s'élever un peu, puisqu'avec vous, on s'élève un peu, justement, et de comprendre un peu comment est-ce que vous travaillez et comment déjà vous êtes aussi des explorateurs à votre manière. Comment est-ce qu'on se rend déjà, par exemple, sur la base Concordia? Je rappelle que vous êtes au départ astrophysicien, que vous travaillez sur les poussières extraterrestres, les micrométéorites. Vous n'avez peut-être pas prévu d'embarquer... Non, Concordia est loin de nos laboratoires, en tout cas très loin du muséum aussi. En fait, pour aller là-bas, c'est vraiment l'Institut polaire qui gère la totalité de ça. C'est vraiment c'est sa mission et c'est grâce à eux qu'on est capable d'aller là-bas. Alors en fait, donc je dis ça parce que réellement on est pris en charge depuis Charles de Gaulle, quoi. Alors donc le trajet, en fait, ça consiste à aller donc en Australie, puisque la Terre Adélie est en face de l'Australie. Et ensuite, alors d'ailleurs, précisément, c'est la petite île qui est au large de l'Australie, au sud, qui s'appelle la Tasmanie, où j'avais jamais été avant de faire la première d'aller
ma première campagne de terrain en 99. Donc. Et on a fait le bug de l'an 2000 sur le bateau. C'était bien, il y avait un petit suspense, on se demandait si ça allait bien se passer. Le bateau, c'était l'Astrolabe. Ouais. Mais l'ancien, là maintenant, moi j'ai vécu l'ancien Astrolabe qui était, je crois, un peu plus petit que l'actuel, qui bougeait peut-être, je crois, un peu plus, enfin qui avait un fond plat en tout cas, ça je me souviens, parce que il roulait... bien. Il avait le même fond, mais il n'avait pas un système de ballast comme aujourd'hui et dans le nouveau qui limite. Combien de temps l'Astrolabe, le bateau? L'Astrolabe, en fait, ça dépendait beaucoup des conditions du pack, donc de la glace, et puis aussi des conditions avant. Si la mer était très très dure, ce qu'on évoquait avant, il y a vraiment des mers qui sont. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est des mers qui sont incroyables. Ils sont très très. Ça fait quand même. Enfin, la première fois, ça fait quand même très peur. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de gens debout. Ça, c'est vraiment mon souvenir. On n'est pas beaucoup de scientifiques à bord du bateau. Il y a principalement l'équipage qui est debout. Et donc, moi, il se trouve que j'avais de la chance de... Oui, et encore pas tous, exact. Mais moi, il se trouve que... Mais c'est vraiment une affaire de pure chance. Hein. Malade, pas malade, voilà, on peut... En fait, les mers sont assez difficiles. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps quand il y a vraiment des grosses tempêtes. Et ensuite, après, on arrive dans la zone des glaces où là, en gros, le trajet, si tout se passe très bien, c'est de l'ordre d'une semaine, un peu moins. Après, ça peut être plus long. Si le bateau commence à se bloquer un peu dans les glaces, là, à ce moment-là, ça peut être encore plus long. Donc ça peut... Voilà. Là, après, on est dans un peu l'inconnu au sens du temps. Maintenant, la plupart du temps, même dans des cas... c'est quand même des grands professionnels qui font ça, donc ça va. Et les conditions, vous dites tous les deux, vous n'avez pas passé d'hivernage là-bas. Je ne sais pas combien il fait pendant l'hiver, mais pendant l'été... En fait, à la côte, il fait des froids... Enfin, Jérôme pourra en parler, mais moi, je connais Domsée. Domsée, en été, donc vraiment le moment où il fait le plus chaud... À l'époque où j'y allais, il faisait entre moins 20 au mieux et puis plutôt de l'ordre de moins 40, moins 50 quand on partait. La période où on peut travailler là-bas, c'est entre novembre et fin janvier à peu près. C'est là où les estivants... L'été austral. Voilà. Après, c'est l'hivernage. Et là, il y a toute une zone de l'année pendant l'hiver austral où on n'a pas accès du tout. Et même, moi j'ai des souvenirs de fin janvier, début février, quand les derniers avions, c'est compliqué parce qu'en fait, quand c'est à très basse température, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. À partir de moins 50, l'air est moins portant, la mécanique souffre beaucoup. Donc voilà. Est-ce qu'on peut, Jérôme Chaplat, justement faire de la science, l'hivernage, c'est pour garder la base, ou on peut aussi et encore faire de la science avec des températures pareilles? On fait aussi de la science, oui. Si je prends l'exemple de Concordia dont parlait Jean, donc Concordia, c'est une station qui est opérée par la France et l'Italie, une des 3 stations permanentes au cœur du continent antarctique. Toutes les autres stations sont à la côte. Et en fait, les autres stations permanentes, donc il y a la station Concordia franco-italienne, il y a une station américaine qui est au pôle sud, et une station russe sur le site de Vostok. En hiver, ils sont une petite équipe de 13 personnes, coupées du reste du monde, c'est-à-dire qu'une fois que le dernier avion est parti, en général première semaine de février, ils ne revoient pas d'autres humains avant début novembre. Et ils ne verront pas d'autres humains parce que de toute façon, on ne peut pas aller les chercher. Jean parlait des conditions d'été, donc effectivement en été on va dire on est entre moins 20 et moins 50. Je crois que le record, la canicule qu'on a eu à Concordia, c'est moins 14, le plus chaud qu'on ait observé. En hiver ça descend à moins 80. La température moyenne en hiver se situe autour de moins 70 degrés, et puis on a régulièrement des descentes à moins 80, le record est moins 84 degrés à Concordia. Et si vous rajoutez l'effet du vent, parce que le vent refroidit encore plus, moi j'ai une photo dans mon ordinateur que je garde précieusement, c'est l'équipe d'hivernage qui s'est pris en photo, torse nu, au mois de juin, dehors, avec un panneau qui indique moins 100 degrés. Et en fait, ils ont dû faire plusieurs prises parce que l'appareil photo n'arrivait pas à fonctionner. Mais voilà, mais ils étaient là, tout un peu figés, mais voilà. Et ils sortent quand même. Alors pas tous. Sur l'équipe de 13, on a une équipe à peu près moitié qui est technique, donc elle maintient la station. On a un chef central, on a évidemment un cuisinier, on a un médecin, on a un électricien, on a un plombier.
Et puis les autres, c'est des scientifiques qui se partagent des programmes d'observation. Donc en fait, c'est pour maintenir les observations toute l'année. Les observations en question, ça va être des observations sur la Terre profonde. Donc on a par exemple un observatoire de séisme. On a un observatoire magnétique qui fait partie d'un réseau mondial. On est finalement proche du pôle sud magnétique, donc c'est intéressant. On a des observations sur l'atmosphère. On fait des suivis sur la couche d'ozone. On fait des suivis de la chimie de l'atmosphère très particulière dans ces régions. On a des programmes sur la physique de la neige, donc comment la neige en fait se transforme à ces températures très froides. C'est vraiment de la science fondamentale. Et puis on a de l'astronomie, parce que Jean parlait des micrométéorites, mais on a aussi des gens qui en fait ont des télescopes et qui observent, alors pas des très gros, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des gros machins là-bas, mais c'est des télescopes qui font 50 cm de diamètre et qui ont servi à détecter des planètes extrasolaires. Parce qu'on peut observer la même étoile pendant 3-4 mois de l'année, dans la nuit la plus totale. Parce qu'en gros, à partir de mi-mai jusqu'à début août, c'est la nuit totale. Et puis, on a une atmosphère qui est très sèche, donc c'est très bien pour les observations atmosphériques. Il y a peu de perturbations dues à la vapeur d'eau. La seule perturbation, c'est qu'il y a un petit peu de perturbation dans l'atmosphère, dans les basses couches. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir mettre les télescopes à 30 mètres de hauteur, mais ça, on n'a pas su faire encore. Et puis, il y a l'étude de l'humain. Parce que quand on a un petit groupe d'humains comme ça, de 13 personnes coupées du reste du monde et qui doit s'inventer une société qui fonctionne... Ça fait un peu polar. Voilà, on ne veut pas récupérer 13 cadavres à la fin. Voilà. Et bien en fait, une des personnes qui travaille sur eux, c'est un médecin de l'Agence spatiale européenne qui est recruté chaque année pour travailler justement sur ce mode de fonctionnement en anticipation des futures missions vers Mars et retour sur la Lune. C'est-à-dire comment en fait on gère ce monde qui est finalement le plus proche analogue de l'espace. C'est-à-dire que finalement ce qui distingue l'espace, c'est qu'il n'y a pas la gravité. Mais là, ils sont dans une ambiance ils n'ont plus le cycle journalier, ils n'ont plus le jour et la nuit. Ils sont en petit nombre, ils ont peu d'oxygène, ce qui est le cas aussi dans les capsules spatiales, parce que là, on est en altitude. Et puis encore une fois, ils sont complètement isolés, quoi. Jean Duprat, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas si c'est le paradis des astrophysiciens, mais c'est assez étonnant d'aller au pôle pour étudier l'espace. Vous, c'est les micrométéorites, pour étudier les conditions dans l'espace et les conditions des humains, comment on résiste aussi. Quelle est peut-être la découverte que vous avez fait la plus intéressante pour vous? Je ne sais pas si c'est la plus étonnante, mais la plus intéressante. Alors, nous, en fait, on a eu pas mal de chance, finalement, parce que quand on a bâti le programme, donc c'était il y a plus de 20 ans, notre objectif était, on savait qu'il y avait de la poussière extraterrestre qui tombait. Donc, elle avait déjà été identifiée au Groenland, elle avait déjà été identifiée en Terre Adélie. Mais notre objectif était, on savait qu'il y avait une catégorie particulière de poussière extraterrestre qui est très fragile, qui avait été capturé par la NASA dans la stratosphère, qu'on appelle des IDPs, enfin des grains de poussière interplanétaire stratosphérique. Et ces grains étaient très, très fragiles, en fait. Et on ne les trouvait pas à la surface de la Terre. Et donc, soit ils étaient complètement détruits à l'entrée atmosphérique, soit sinon, et c'était ça ce qu'on avait proposé donc il y a 25 ans, on se disait, peut-être qu'il y en a qui tombent, mais sauf que partout où ils tombent sur Terre, ils sont en fait très rapidement détruits. Et donc, il faut aller à un endroit qui est extrêmement propre et où, quand le grain tombe, il est tout de suite, d'une certaine façon, encapsulé dans une matrice où il n'a aucune contrainte mécanique. Et la chose qu'on n'avait pas vue à ce moment-là et qui, en fait, s'est avérée la chose importante, c'est qu'en fait, Dôme C est un des très rares endroits sur Terre où on a un endroit où, quand les particules extraterrestres tombent, elles ne voient jamais l'eau liquide. Ça a l'air de rien comme ça, mais sur Terre, il y a de l'eau liquide partout. Même en Terre Adélie, à Dumont-d'Urville, il fait froid, mais il ne fait pas toujours froid. Et en été, il y a des moments, il y a un petit peu d'eau liquide qui circule, il y a des moments où il y en a même pas mal. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait des cycles de congélation, décongélation. Ça altère les grains, ça les oxyde. Et à Dôme C, non. Et, par exemple, la tranchée dans laquelle... Alors, on a mis pas mal de temps avant de mettre en place le protocole. Ça ne marche pas du premier coup. Mais en fait, c'est marché quand même assez vite. On a réussi à trouver la bonne solution. La bonne solution était de creuser des tranchées et de travailler à peu près 5-6 mètres de profondeur. La raison était d'arriver à des couches de neige, comme le disait Jérôme. La neige, donc, il y a un aspect historique, on peut retracer. Donc nous, on travaillait sur des couches de neige qui dataient des années 50,
1950. Et donc ça, c'est une époque où il n'y avait pas d'humains, personne n'était jamais allé dans cet endroit, qui est vraiment quand même, on est à plus de 1000 km, 1300 km des côtes de Terra Delli, donc c'est dur d'accès. C'est d'ailleurs l'IPEF qui a vraiment réussi à... L'Institut polaire français. Et donc, du coup, nous, on travaille dans ces tranchées. Alors là, la température est assez stable, parce qu'en fait, on voit quasiment presque pas le soleil si on est à l'ombre. Donc, il fait moins 50. Et effectivement, comme Jérôme le disait, il y a très peu de vent à Domsé, mais quand il y en a un peu, on le sait tout de suite, parce que c'est déjà un peu pénible, mais quand il y a du vent, ça devient vraiment désagréable. Et donc là, on a trouvé, en fait, dans la tranchée, donc là, c'était vraiment une immense joie. On était très, très heureux quand on a trouvé ces grains friables, donc on les a identifiés, on les a caractérisés, on est allé les montrer dans des conférences, donc ça, c'était très, très bien. Et là où on a eu énormément de chance, c'est qu'on a trouvé ce qu'on n'avait pas prévu, ce qui est vraiment souvent... D'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on voit un truc qu'on n'a pas prévu, en fait, on ne le voit pas. On est passé à côté pendant 5 ans, on a mis de côté des grains en pensant que ce n'était pas extraterrestre, alors que ça l'était. Et donc ça, c'est des poussières qui sont avec des petits assemblages de minéraux et énormément de matière organique. Alors, c'est une matière organique qui est abiotique, c'est des chaînes de matière carbonée. Pas de vie. Non, ça ne vient pas de la vie. Par contre, ça contient les briques élémentaires pour faire la chimie du carbone qui ensuite mène... Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a pu montrer de façon complètement certaine que c'est extraterrestre. Ça, alors là, il n'y a vraiment pas de doute. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi, si vous voulez plus de précision là-dessus. Et en fait, ces grains proviennent vraisemblablement des corps les plus éloignés du système solaire, donc des comètes, et très probablement de leur surface. Parce qu'ils ont des teneurs en carbone qui sont très élevées, pas du tout ce à quoi on est habitué. Et ça, c'était vraiment, ça c'était une surprise, ça a été formidable. On a pu en fait travailler pendant les 10 dernières années. Nous avons travaillé avec Cécile Engrand, avec qui je fais ça. On a travaillé presque que sur ces grains. Mais ça, c'est une vraie chance. Enfin, je veux dire, c'est une vraie chance, mais c'est aussi parce que ces terres, ces pôles sont véritablement à protéger parce qu'ils recèlent ce qu'il y a nulle part ailleurs sur Terre. Anne Choquet, d'où l'intérêt de soutenir la recherche française, ça c'est clair, et nos explorateurs français, mais d'où l'intérêt aussi de peut-être ne pas voir l'Antarctique comme une terre de liberté. D'où l'intérêt de garder sa spécificité, sa propreté. Oui, effectivement, on a l'impression que l'Antarctique, c'est un espace de liberté. C'est loin d'être le cas. Donc, sur la base du traité sur l'Antarctique en 1959, petit à petit, les États ont complété les règles pour prendre des règles. Je vais dire, pour une juriste, l'Antarctique, c'est aussi un lieu idéal pour chercher, parce qu'on a réussi à faire des règles qu'on n'a pas réussi à avoir ailleurs. Et notamment sur les évaluations d'impact sur l'environnement, par exemple. En France, en Europe, les évaluations d'impact sur l'environnement, on les envisage pour des activités d'envergure. Là, pour l'Antarctique, quelle que soit l'activité, même les activités scientifiques, il faut envisager une évaluation d'impact sur l'environnement. On ne peut pas envisager une activité si on n'a pas réfléchi aux conséquences environnementales. Et on demande à tous les opérateurs, que ce soit des opérateurs touristiques, des opérateurs scientifiques, de réfléchir à cela, de trouver des activités qui aient le moins d'impact. Et déjà en 1959, interdire les activités militaires, interdire les dépôts ou les essais nucléaires, ça c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Et petit à petit, on renforce. L'Antarctique, c'est une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Et on a tout un processus qui se fait donc au niveau de la France. Le préfet des terres australes antarctiques françaises étudie les demandes d'autorisation ou les déclarations. Un comité de l'environnement polaire est chargé de
veiller aux risques environnementaux. Donc, moi, j'ai la chance de participer à ces travaux. C'est-à-dire que chaque année, que ce soit des équipes scientifiques ou des opérateurs, déposent des dossiers et on étudie ces dossiers, on veille à ce qu'il n'y ait pas d'impact. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut bien voir aussi la question, par exemple, des impacts cumulés. Alors c'est sûr que l'Antarctique, c'est très grand. D'accord, c'est très grand. On a 13,9 millions de kilomètres carrés, c'est très grand. Mais il faut voir que les activités sont non seulement concentrées spatialement, que ce soit les activités scientifiques, mais également les activités touristiques sur le continent. Et justement, à propos de ces activités touristiques et du tourisme, est-ce que ça pose question? Comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce qu'on gère Terre de paix et de science? C'est formidable, mais j'imagine que d'abord, ça attire aussi, il y a évidemment de nombreux enjeux là derrière, mais comment est-ce qu'on gère le tourisme, par exemple? Comme on gère les activités scientifiques. Finalement, c'est-à-dire que on ne peut pas y aller sans avoir des démarches administratives à faire. Des démarches administratives que l'on peut faire auprès de son État-nation via la nationalité de l'individu, de l'entreprise ou du porteur de projet, via également des États positionnés par rapport à donc, les territoires qui le revendiquent. Donc on a toute une sélection déjà, par exemple pour les programmes scientifiques, une sélection des programmes de point de vue scientifique, pour que l'on ait un intérêt scientifique. On ne va pas faire de la recherche comme ça, tiens, j'ai envie d'y aller, et de regarder effectivement comment on organise. Donc bien sûr, il y a l'État-nation, et il y a bien sûr également toute une coopération au niveau international. Donc, c'est-à-dire que pour l'Antarctique, nous avons une organisation internationale qui est la Réunion consultative du traité sur l'Antarctique, qui permet aux États de négocier des règles internationales. On ait au moins un minimum commun. Donc, c'est-à-dire que vous demandiez une autorisation en France ou dans un autre État, normalement, vous avez quand même un socle réglementaire. Et qu'en est-il des expéditions, alors je ne sais pas, sportives ou de... Voilà, est-ce qu'il n'y a pas parfois, je ne sais pas, un prétexte un peu scientifique Voilà, oui, effectivement, on a toujours... alors, typiquement, également en Arctique. Bien sûr, là, au nord aussi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie, ça fait rêver. Ça fait rêver. Donc on se dit, tiens, j'aimerais bien aller faire un petit tour en Arctique, j'aimerais bien faire un petit tour en Antarctique. Je suis un sportif, j'ai envie de me défier, voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer. Mais c'est sûr qu'on se dit, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Et là, on peut être tenté, effectivement, de dire, pour trouver un moyen d'y aller peut-être plus facilement, je vais mettre de la recherche. Et on voit effectivement un risque réel que la science soit un faire-valoir d'activité. Un faire-valoir, donc il faut être attentif. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout faire, mais c'est pas... Voilà, ce que dit Jean ou Jérôme, en Antarctique ou en Arctique, on n'a pas du tout le système de secours que l'on a ailleurs. Donc, dès lors que l'on fait une activité, cette activité est par nature
dangereuses. Il y a des risques associés. Donc, bien sûr, il y a des risques environnementaux, mais il y a également les risques de sécurité humaine. On ne va pas avoir je sais pas, les pompiers qui vont arriver, les secours. Donc, ça prend une ampleur différente. Donc, et tous les ans, on voit justement des problèmes de ce type-là. Jérôme Chaplaz. Oui, je peux compléter un petit peu sur ce sujet de la science avec les explorateurs. Au laboratoire de glaciologie, où j'ai eu le privilège de travailler pendant presque 30 ans, même un peu plus, on a 2 exemples extrêmes. On a eu le chercheur chinois Qin Tao, qui était le représentant de la Chine lors de l'expédition Transantarctica organisée par Jean-Louis Étienne en 1989-90. Ça a été la plus grande traversée effectuée à l'époque en chien de traîneau, puisque les chiens étaient encore autorisés en Antarctique, depuis la pointe de la péninsule antarctique, en passant par le pôle sud, jusqu'à la base soviétique de Myrny sur la côte. Et tous les jours, Qin Tao, ils étaient 6, à parcourir ces 6300 km en chien de traîneau, sur 4 mois, je crois. Tous les jours, le soir, ils creusaient un trou dans la neige, jusqu'à 2 mètres de profondeur, ils prélevaient des échantillons. Et ces échantillons demeurent absolument uniques, ça n'a jamais été reproduit. Et c'est une source d'informations scientifiques extraordinaire. Un autre exemple à l'extrême inverse, je ne donnerai pas le nom, mais on a eu un explorateur qui nous avait sollicité pour effectuer la même chose. Et en fait, cette personne-là, on lui avait bien expliqué comment manipuler les échantillons, et en fait, elle ne s'y est pas bien prise, et tout a terminé à la poubelle. Donc voilà, on a ces 2 extrêmes. Vous avez dit à l'instant, Jérôme Chaplaz, les chiens de traîneau étaient encore autorisés. Ils ne sont plus autorisés pour question de contamination, oui, c'est en lien avec ce que Anne disait. En fait, c'est le protocole de Madrid qui a été mis en place à l'initiative en fait, de 2 anciens premiers ministres, Michel Rocard, Premier ministre français, et Robert Hawke, qui était Premier ministre de l'Australie à l'époque, et qui ont fait en sorte qu'au traité antarctique soit adossé ce protocole qui établit les règles dont a parlé Anne Choquet. Et parmi ces règles, il y a la question des espèces invasives, de l'impact qu'on peut amener en amenant justement des animaux qui ne sont pas supposés être là-bas. Et donc c'est ce qui a amené à interdire l'utilisation des chiens de traîneau. Donc attention à ne pas contaminer, c'est ça. Et je veux bien revenir aussi sur cette question de la glace, du carottage, des échantillons, parce que vous êtes aussi à l'origine de ce projet, à mon avis pas assez connu, qui s'appelle Ice Memory. Il s'agit en fait de préserver la glace pour les générations futures, pour pouvoir travailler, comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Et cette glace, elle va être préservée, sanctuarisée. Elle est préservée, sanctuarisée au Svalbard, si je En Antarctique. En Antarctique. En Antarctique, en Antarctique, voilà. En quelques mots, le principe de Ice Memory, c'est que, en tant que glaciologue qui utilisons la glace comme matériau qui nous permet de raconter l'histoire de la planète, finalement, on sait que cette science, elle a seulement 70 ans, et finalement, on a vu l'évolution de cette science sur 70 ans, on a vu à quel point ce qu'on mesure aujourd'hui sur une carotte de glace est à 1000 lieues de ce qu'on pouvait faire il y a 70 ans. Et donc on fait simplement le pari que les générations futures auront d'autres idées, auront d'autres technologies qui permettront de révéler à partir de la glace des choses dont on n'a absolument aucune idée aujourd'hui. Et ce dont on est absolument sûr, c'est que cette matière première, notamment quand on parle des glaciers de montagne, dans un siècle, elle ne sera plus là. Donc en fait, on a cette responsabilité, on est la génération qui a la responsabilité de prélever des échantillons avant qu'il soit trop tard pour les léguer aux générations futures. Et on s'est dit que la meilleure façon de léguer aux générations futures, c'était de transférer ces échantillons de glace qu'on collecte dans la cordillère des Andes, dans le plateau tibétain, dans les Alpes, etc., en Antarctique, pour en créer un legs universel, en quelque sorte. Alors il y a une raison pratique, c'est que quand on va mettre cette glace à 10 mètres de profondeur à Concordia, comme le disait Jean, il fait moins 50, et il fait tout le temps moins 50. C'est la température moyenne du site, parce que la neige au-dessus, en fait, filtre les variations de température entre l'été et l'hiver. Donc ce sera un congélateur naturel, pas besoin d'énergie, qui pourra garder cette glace en parfait état pendant des siècles, voire potentiellement des millénaires. Et puis l'autre aspect, c'est ce que Anne soulignait, c'est qu'on est quand même sur un lieu avec une gouvernance absolument unique, et où la notion justement même de propriété a été mise à mal. Et donc on s'est dit que si on veut créer un bien commun de l'humanité, c'était le bon endroit aussi pour le faire. Laboratoire, au fond, les pôles sont des laboratoires, on peut le dire comme ça, pour nous aujourd'hui, pour les générations futures, pour observer ce qui se passe. Terre de paix et de science, on en rêverait, nous, ailleurs aussi. Oui, laboratoire pour la science dure, et laboratoire également pour les juristes, typiquement, parce que les régions polaires sont à l'avant-garde de toutes ces évolutions liées au changement climatique.
Et on arrive à tester des idées et qui peuvent également être reprises par ailleurs. Moi, je travaille depuis longtemps maintenant sur le traité sur l'Antarctique et la protection le protocole de Madrid sur la protection de l'environnement. Pour moi, ce sont des traités extraordinaires. Extraordinaire parce qu'il y a tout un mécanisme d'évaluation d'impact, j'en ai parlé, mais également tout un mécanisme d'observation. Donc, c'est-à-dire que les États acceptent l'idée de pouvoir être inspectés. Donc, on l'a été là cette année au niveau de la France. La France fait également des inspections. Il faut bien voir aussi que ce principe-là est accepté par les États-Unis et la Russie. Donc, ce sont des choses très intéressantes. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout va bien. Bien sûr qu'on a besoin d'encore plus de règles. Mais et la difficulté du régime du traité sur l'Antarctique, mais aussi ce qui fait sa richesse, c'est que toutes les décisions, quelles qu'elles soient, que l'on prenne une décision d'un traité international qui serait vraiment une règle très stricte ou une simple résolution, toutes les décisions sont prises au consensus. Donc actuellement, nous avons 56 États qui sont partis au traité sur l'Antarctique. On a 29 États qui sont appelés les parties consultatives, donc c'est-à-dire 29 États qui ont un droit de vote. Et quelle que soit la décision que vous vouliez prendre, il faut le consensus. Donc ça veut dire que, de fait, les négociations sont très longues. On a eu l'occasion, avec Jérôme, de participer à différentes négociations. Moi, je participe aux réunions depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. C'est très long. C'est atteindre un consensus à 29. Voilà, il suffit qu'un État dise non pour que la décision ne soit pas adoptée. Typiquement, les aires marines protégées. Voilà, on voit, on n'y arrive pas. Mais je vais dire, ça vaut le coup quand même d'attendre. Parce que quand vous avez une décision qui est prise au consensus, normalement, elle est plus facilement mise en œuvre. Donc, il faut mieux attendre, être sûr. Et alors, bien sûr, c'est pas facile. Là, les dernières années, on l'a bien vu avec... Mais oui, est-ce que justement, il y a des répercussions sur, évidemment, ce qui se passe dans le monde, et puis il y a des appétits aussi, j'imagine, économiques, les ressources... Jérôme Chaplas. Oui, le sujet des ressources, juste pour compléter ce que Anne vient de dire, en fait, on a l'impression peut-être de réunions qui sont purement entre diplomates, mais en fait, il y a beaucoup de travail qui se fait en coulisses. Et moi, j'avais été très impressionné, je pense, ma toute première participation à ces réunions du traité sur l'Antarctique. On m'avait envoyé, moi j'étais un blanc-bec, et on m'a dit il faut que tu défendes mordicus tel sujet par rapport à l'Allemagne. Je dis bon, donc je me renseigne sur le sujet. Et en fait, c'était la question du survol des drones. L'Allemagne voulait mettre des règles extrêmement dures pour limiter justement l'impact du tourisme, qui utilise de plus en plus des drones pour filmer les manchots, les phoques, etc. Et en fait, un effet qu'on ne souhaitait pas, c'était que ça allait impacter la science même, parce que les drones sont un outil de science. Et donc on a ferraillé pendant toute une soirée avec délégations américaines, néo-zélandaises, australiennes, je me souviens, on y a passé vraiment la soirée pour trouver le compromis. Ça, comment concilier ? Donc ça, c'était pas en plénier, mais le lendemain, l'Allemagne présentait le texte final qu'on a adopté au consensus, comme disait Anne. Mais voilà, il y a beaucoup de travail de négociation au préalable. Explorer l'Antarctique, explorer les pôles. On va se quitter là-dessus, puisque notre prochaine exploration, il s'agira de Mars, qu'on connaît pas très bien, mais je ne sais pas si on la connaît mieux que l'Antarctique. Je rappelle quand même, je vous remercie tous les trois, et je rappelle quand même vos ouvrages respectifs. La glace et le ciel, aux éditions Paulsen, Jérôme Chaplas, que vous avez publié avec Luc Jacquet, Claude Lorius et Gilles Ramstein. Géopolitique des pôles vers une appropriation des espaces polaires, Anne Choquet, aux éditions du Cavalier Bleu, avec un prochain ouvrage attendu, je crois, en 2024. On va surveiller ça de près. Et on peut ajouter, Jean Duprat, le chapitre que vous aviez consacré justement à cette exploration de poussière extraterrestre au pôle, dans le livre collectif La Terre, le vivant, les humains, aux éditions de la Découverte. Et je vous renvoie aussi sur mes émissions sur RFI autour de la question dans lesquelles j'ai reçu. Alors bientôt ce sera Anne, parce que je vous avais pas reçu encore, mais en tout cas Jean. Mais avec plaisir. Ah voilà. Et Jean et Jérôme, oui, ils sont venus régulièrement et vraiment on ne s'en lasse pas. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Ce sera donc le 25 avril. Objectif Mars. Un grand merci aussi à toutes les équipes de la BNF.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.